Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public dans un nouveau lieu, dans un lieu qui nous est très aimablement prêté par l'Union des commerçants de proximité que je remercie de sa généreuse hospitalité. Alors, nous sommes dans une configuration spatiale un peu différente de celle de l'école alsacienne. L'école alsacienne, c'est un théâtre et l'Union des commerçants de proximité, c'est la salle du conseil général, du conseil d'administration général. Donc, il y a là une sorte de solennité qui nous étreint tous, mais dont nous allons quand même essayer de dominer les intimidations. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères et essayiste, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, Richard Verly, correspondant à Paris du journal quotidien en ligne Blick.fr et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Santé mentale, comment vont les parents ?» Il est chapeauté ainsi, à l'occasion de la fête des mères, nous avons voulu nous pencher sur la santé mentale des parents pour en lever le tabou, en souligner la dimension collective et sociale, parce que s'occuper des enfants, c'est aussi prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Mercredi, nous mettrons en ligne l'enregistrement des échanges avec le public venu nous retrouver au siège de l'Union des entreprises de proximité. Notre prochain enregistrement public aura lieu à l'école alsacienne le dimanche 15 juin. Les inscriptions sont ouvertes. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons par nous intéresser aux défis que connaît la société française, les défis internes et à la manière dont les différentes forces politiques et les différents leaders politiques les traitent. Narcotrafic, insécurité, immigration, frères musulmans, les défis ne manquent pas d'alimenter le débat public en France. Quasi consensuelle, la proposition de loi visant à lutter contre le trafic de drogue a été définitivement adoptée par le Parlement le 29 avril. Succès pour le gouvernement, dont le projet a obtenu un large soutien des députés. Seuls quelques élus de gauche ont voté contre cette loi, qui prévoit notamment un régime de détention strict pour les narcotrafiquants, l'anonymisation des agents pénitentiaires et la création en janvier 2006 d'un parquet national anticriminalité organisée compétent sur les dossiers les plus graves et complexes sur le modèle du parquet national antiterroriste. Suscitant au contraire la controverse, l'ancien ministre de l'Intérieur a dressé un tableau très noir de l'insécurité en France. Selon lui, il n'y a plus de lieux safe. Dans le pays, quartiers, centres-villes, périphéries urbaines, villages, lieux de culte, écoles, transports en commun, terrains de sport, la violence est exacerbée et décomplexée et elle touche l'ensemble de la société en dépit de multiples lois votées sur la sécurité depuis 20 ans. Sur le défi de l'immigration, devenu une des questions centrales du débat national, l'essayiste Hakim El-Karoui vient de réaliser un rapport pour Terra Nova intitulé « Les travailleurs immigrés, avec ou sans eux ?» soulignant, je cite, que dans un contexte de vieillissement démographique et avec les enjeux de renouvellement de la population active qui lui sont associés, le recours à la main-d'œuvre étrangère sera décisif dans les années qui viennent. Réfutant la note de Terra Nova, le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie assure dans Le Figaro que la France n'a pas besoin de davantage d'immigration. Autre défi, les frères musulmans et l'islamisme politique en France. Ils ont fait l'objet d'un rapport présenté lors d'un conseil de défense à l'Élysée. Réalisé au premier semestre 2024 par un diplomate et un préfet, ce rapport décrit, je cite, un important réseau d'implantation
listant 139 lieux de culte affiliés aux musulmans de France et 55 proches de cette fédération, soit 7% des 2800 lieux de culte musulmans répertoriés sur le sol national, accueillant en moyenne 91 000 fidèles le vendredi. Fin de citation. Pour les auteurs, le danger d'un islamisme municipal composite au plan idéologique, mais très militant, avec des effets croissants dans l'espace public et le jeu politique local, apparaît bien réel. Depuis sa publication, le document alimente un vif débat. Si l'anthropologue Florence Bergeau-Blacker, chargée de recherche au CNRS, se félicite d'une prise de conscience salutaire, d'autres spécialistes dénoncent l'usage politique du rapport et décrivent un mouvement en déclin, aussi bien à l'extérieur de nos frontières qu'à l'extérieur. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, merci Philippe. Je trouve que il y aurait beaucoup de débats beaucoup plus intéressants en fait que de s'occuper de ceux qui sont mis en scène par notre excellent président des LR, que nous félicitons d'ailleurs de son élection. Mais enfin, c'est le retour du même sous la forme du même, c'est-à-dire que nous approchons d'une élection présidentielle. Rappelez-vous, toutes les précédentes, le sujet de la sécurité a été hystérisé de la même façon. Et pourtant, les sondages sont quand même très précis. Les sujets de sécurité et les sujets de migration, par exemple, viennent bien plus loin dans les préoccupations des Français que les sujets sociaux, les sujets de revenus, de pouvoir d'achat, les sujets de même le marché du travail d'ailleurs a régressé un peu dans les préoccupations, mais c'est vraiment les sujets sociaux, les services publics, ça beaucoup plus en réalité que ces sujets. Mais ces sujets semblent captiver la société politique. Alors il y a des choses qui sont très utiles, ce sont des controverses. Et donc Terra Nova, là j'ai un petit biais évidemment, parce que je ne vais pas vous dire un grand bien de ce qu'a écrit le directeur de l'immigration contre Terra Nova, puisque préside le conseil d'administration de cet honorable think tank. Mais c'est quand même très bien qu'il y ait des controverses et qu'il y ait des débats. Donc sur le problème de l'immigration, qui est assimilé à un sujet qui serait un des facteurs de l'insécurité et des violences et d'une certaine désagrégation, en fait, des solidarités dans la société. Bon, sur ces sujets-là, il y a donc maintenant une polémique entre des chercheurs de Terra Nova et un représentant très honorable de l'administration en charge tout de même de l'immigration et de l'intégration. Il me semble que son propos est un tout petit peu démenti par la situation de tous les autres pays qui sont dans la même situation. Alors, peut-être un hasard, la France est peut-être un pays qui n'a absolument pas besoin en situation de vieillissement de faire venir des compétences. Peut-être que nous sommes en cela différents de la plupart des pays, notamment des grands pays européens qui nous ont précédés dans le déclin démographique. Aux États-Unis, au fond, il y a la même idée qui va être un laboratoire très intéressant pour la France. C'est-à-dire, vous êtes sur un marché où il y a moins de problèmes démographiques, le marché du travail, moins de problèmes démographiques. On parlera peut-être sous le contrôle de Richard, qui est un grand spécialiste maintenant des États-Unis profonds. Mais enfin, on est en tension sur le marché du travail. En réalité, il y a un niveau de chômage zéro, hein, juste frictionnel de 3%. Et on va malgré tout faire, entre guillemets, des déportations massives de travailleurs latino-américains. Et on va voir ce que cela donne en termes d'inflation et en termes de blocage. Maintenant, nous nous tournons vers les élus locaux, nous leur demandons, est-ce que pour les sujets de voirie, les sujets d'assainissement, est-ce que vous êtes capable de recruter au niveau que vous souhaitez? Et là, c'est des emplois peu qualifiés. La réponse est non. Vraiment, tous les maires sont conscients de ça.
pouvez aussi vous tourner vers les chefs d'entreprise et leur demander s'ils pensent qu'ils ont aujourd'hui une offre de travail suffisante à tous les niveaux de compétences. Et la réponse est absolument non. On a vu des tensions très très fortes sur le marché du travail très très récemment. Encore une fois, c'est le problème de l'Allemagne, même Madame Meloni, qui va apparaître maintenant comme très à gauche du directeur de l'Office des migrations, a au fond régularisé près de 500 000 travailleurs immigrés qui étaient sans papier à la demande expresse de la Confindustria, du patronat italien. Même, et c'est quand même intéressant à regarder, la Hongrie de Viktor Orban est en train de régulariser massivement. Alors avec des critères, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas être de la mauvaise religion, etc. Donc, si vous voulez, la France serait une île dans laquelle les médecins qui ne sont pas que béninois ou algériens, parce qu'on nous explique que tous ces gens viennent de pays d'un niveau de formation très bas. Bon, et que donc sont absolument pas nécessaires. Bon, moi, là où j'ai une maison en province, les médecins sont plutôt serbo-croates, si vous voulez. Mais en tout cas, ils sont pas français parce qu'il y a un vrai problème. Donc, la France serait une île. Bon, ce débat est absolument fondamental. Il faut le vider. C'est une absurdité. En revanche, sur les aspects sécuritaires, il y a aussi un bon effet de ces controverses peu légitimes d'un point de vue intellectuel, mais assez politiquement légitimes. Quand vous parlez avec un maire comme Michael Delafosse à Montpellier, où il y avait vraiment des sujets de terrain, de sécurité, on voit un maire engagé à gauche qui a été ferme dans l'autorité. Ça a été très important dans les élections, parce qu'il était un dissident, il n'était pas du tout évident qu'il allait être l'élu. Il n'était pas officiellement du Parti socialiste. Bref, sa puissance locale est faite d'avoir pris au sérieux, bien que de gauche, ce sujet d'insécurité. Comme son collègue pas très loin à Béziers, Robert Ménard, qui est quand même un spécialiste tout-terrain, qui est vraiment à l'autre bout du spectre, il y a des vrais sujets de terrain, des vraies demandes des élus sur la sécurité, et le très bon signe, c'est qu'on peut encore, dans une assemblée fragmentée, qui risque de le rester même pour les prochaines élections, on peut faire adopter rapidement sur le narcotrafic pour éviter qu'on devienne un pays où les gangs seraient importants, parce que malgré tout, il y a beaucoup de pays, même développés, même européens, même proches de nous, où il est très difficile de se débarrasser de la mafia. Le fait qu'il y ait eu une majorité très vite à l'Assemblée, ça veut dire que ce sont des débats qui, même s'ils sont hystérisés, même s'ils sont liés à une conjoncture de préparation de la présidentielle, sont quand même très nécessaires pour passer à l'action. Je voudrais juste faire remarquer à propos des métiers en tension qu'il y a eu un rapport qui a été fait à la demande des employeurs potentiels, que la sortie de ce rapport a été retardée par Monsieur Retailleau. Il a voulu qu'il y ait d'abord l'élection de la présidence de son parti avant que le rapport qui demandait une augmentation du nombre des autorisations pour les emplois, pour les métiers qui sont en tension, suivent à peu près les recommandations ou tout cas les constatations du rapport de Terra Nova, et les demandes des employeurs ont été rejetées pour la plupart d'entre elles par Monsieur Retailleau une fois qu'il a donné à ce rapport la publicité qu'il aurait dû avoir avant son élection, avant l'élection du président du Parti républicain. Béatrice Gibelin. Bonjour à tous. Effectivement,
rationnellement, il y a un besoin de main-d'œuvre, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit, j'entendais ce matin un reportage sur les ouvriers agricoles saisonniers auxquels on n'a pas accordé de visa, en particulier les Marocains, et c'est effectivement un gros problème pour le ramassage des fraises dans le Lot-et-Garonne, par exemple, avec des pertes importantes, parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre pour ramasser. Donc il y a effectivement, très objectivement, un besoin de main-d'œuvre dans une population qui vieillit et puis qui, pour une part, n'a plus envie d'exercer un certain nombre de métiers physiquement durs, dans des conditions difficiles, avec des salaires qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils attendent. Bon, c'est un constat incontestable. Maintenant, quand c'est une question, et la question c'est pas l'étranger, la question c'est l'immigration, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que dans la perception qu'un certain nombre de nos concitoyens ont de la présence étrangère, une grande partie d'entre eux ne sont pas étrangers et sont français. Ils sont nés en France, ils ont la nationalité française, parfois leur famille est là depuis 2-3 générations. Néanmoins, la perception qu'on peut en avoir à certains endroits, c'est une impression de masse, de nombre, et le sentiment qu'on n'est plus chez soi. C'est inutile de faire comme si ça n'existait pas. Bientôt la disparition totale des boucheries non halal dans une ville comme Saint-Denis ou dans une ville comme Roubaix ou dans une ville comme Argenteuil pose problème. Le sentiment que quand on va au marché, on n'est plus comme dans son marché. C'est inutile de se dire mais c'est idiot, mais c'est pas rationnel, mais il se passe rien. Si, il se passe quelque chose. Dans la mesure où on a un Front National qui est quand même entre 30 et 35%, que ce soit Bardella ou que ce soit Marine Le Pen, dans les sondages d'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui se passera en 2027, on est sur une situation qui pose problème. Alors, la question, c'est comment la résoudre. Et dans la présentation qu'a fait Philippe Meyer, le fait qu'on ait retenu, si vous voulez, à la fois immigration, insécurité, question des frères musulmans et narcotrafic, on a là un cocktail, un amalgame, qui peut donner, on l'a fait ici parce qu'on raisonne, on discute, on peut le faire de façon, rationnelle, autant que faire se peut, mais c'est un cocktail qui, dans la tête d'un certain nombre de nos concitoyens, fonctionne assez bien. C'est-à-dire l'idée de dire, eh bien, parce qu'on a de l'immigration, au fond, le trafic de cannabis, qui le fait? Eh ben, c'est quand même des immigrés maghrébins qui viennent du Maroc. Si on les avait pas eus, eh ben, on en aurait, ce qui est pas juste comme raisonnement, mais c'est celui qui est fait. Donc si on a la DZ mafia, ça veut dire quoi DZ? DZ c'est Algérie en arabe si vous voulez. Bon, donc si ça s'appelle DZ mafia, c'est pas par hasard. Donc le sentiment que cette immigration installée dans certains lieux, comme effectivement les cités, que ce soit les cités nord de Marseille ou la Seine-Saint-Denis ou l'est, les cités de l'est lyonnais, on connaît ces endroits-là, pourrissent la vie, c'est vrai, d'un certain nombre de gens, et la représentation qu'on en a, elle repose sur des faits réels, et c'est effectivement amplifié dans le sentiment de l'insécurité à ce moment-là. Et cette insécurité, elle peut être liée à plusieurs choses. Il y a des degrés dans l'insécurité. Il peut y avoir effectivement des règlements de compte, mais ils sont entre mafieux ou entre narcotrafic. Alors il peut y avoir des balles perdues, il peut y avoir des conséquences, mais ça génère une situation d'insécurité. Et puis il y a le comportement d'un certain nombre de jeunes dans les transports publics, dans les bars, dans la rue, qui peuvent être perçus comme un peu dérangeants
qui met mal à l'aise, où on se sent fragilisé, et ça, tout ça associé à des effets qui sont extrêmement, de mon point de vue, dangereux. Et si c'est très bien qu'on ait fait cette loi sur les narcotrafics, et elle a été prévue vite et faite vite. Le dernier point que j'aurais, c'est que si on pouvait s'interroger sur ce phénomène de concentration dans des logements sociaux de populations massivement d'origine étrangère, et si on s'était attaqué à ça depuis les années 80, je pense qu'on aurait quand même désamorcé beaucoup de nos difficultés. Merci. Richard Verly. Moi, j'aimerais d'abord revenir un peu sur l'arrière-plan qui, à mon avis, explique beaucoup de l'émotion légitime et de l'intensité du débat public sur ces sujets. D'abord, on le sait, c'est pas spécifique à la France, dans une société qui vieillit. Et qui dit société âgée avec un problème démographique réel dit angoisse. Je crois qu'on est dans des sociétés structurellement angoissées par rapport à l'immigration pour différentes raisons qui ont été évoquées, je vais pas revenir dessus, une immigration qui par ailleurs est pour l'essentiel jeune, donc vous avez cette inquiétude de voir arriver des masses de jeunes étrangers. Et la deuxième chose, c'est une société vieillissante qui n'a toujours pas compris que la mondialisation du crime fait qu'aujourd'hui, eh bien, les gangs de narcotrafiquants interviennent dans tous les pays où ils ont un marché et de manière extrêmement brutale pour se ménager une place à l'image de ce qu'on a pu connaître et ce qu'on connaît aux États-Unis. Et ça m'amène à parler des États-Unis, d'où effectivement je reviens. Moi, je suis pas tout à fait. C'est pas que je suis pas d'accord. C'est que je pense que Lionel a posé la bonne question, mais qu'il faut rester ouvert sur la réponse. Est-ce que l'expérience Trump, en matière de gestion brutale, extrêmement brutale et qu'on peut contester sur le plan juridique, des droits de l'homme, etc., est-ce qu'elle va marcher ou pas? Ayons le courage de laisser le ou pas dans la phrase. Parce que s'il s'avère effectivement, comme semble le penser Lionel et le pronostiquer, que ça conduit à un arrêt des chaînes de production, que c'est dévastateur pour l'économie, que les prix augmentent et que finalement on sera obligé de régulariser ou d'importer les immigrés qu'on a expulsés, cet échec de Trump sera une leçon qui nous montrera que l'immigration est incontournable. Si en revanche, et c'est là où il faut avoir le courage ou pas. Si en revanche il s'avère que les expulsions massives d'immigrés ayant commis des crimes, ayant commis des délits, avec bien sûr le problème que dans les RAF vous prenez des fois des gens, et c'est un problème très sérieux, qui étaient là par erreur. Mais s'il s'avère que cette gestion brutale de l'immigration clandestine devait fonctionner, alors là, je pense que l'effet en Europe sera massif parce qu'on aura l'exemple d'une politique qui a marché, une politique d'incarcération massive des délinquants immigrés sans aucun égard pour les droits de l'homme et pour les valeurs qu'on considérait comme fondamentales. Donc, ayons la lucidité de dire que l'expérience Trump, elle est loin d'être terminée, elle n'en est qu'au début et que peut-être elle va nous surprendre du point de vue de son efficacité, si je puis dire, socio-économique, alors que pour l'instant, le consensus européen, c'est de dire que ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est que je crois que sur l'immigration, et le sigle n'a pas été prononcé, pour moi, tout le débat se résume très largement à un sigle, OQTF. C'est-à-dire cette impression généralisée que les étrangers qui ne travaillent pas, qui commettent des délits, qui dont les papiers ont expiré, ne sont jamais renvoyés. Donc c'est ça le cœur du débat. C'est-à-dire qu'il faut que les pays, et c'est un débat européen, et d'ailleurs il y a une directive retour, qui je crois n'a pas encore été adoptée, je parle sous le contrôle de Jean-Louis, mais qui doit l'être, qui viendra compléter le pacte sur les migrations. La question c'est celle du retour des délinquants. Je vais prendre l'exemple de la Suisse, pardonnez-moi parce que c'est un exemple que je connais. La Suisse a le meilleur taux de renvoi des immigrés ayant commis des délits en Europe. Il est à peu près de 68%. Par un mélange d'extrême dureté, si vous faites un séjour en détention, même très petit, vous êtes automatiquement renvoyé et vous n'avez plus le droit de mettre les pieds sur le sol suisse. Avec, par ailleurs, une incitation financière forte, à peu près 4 000 € pour les délinquants ayant été arrêtés qu'on veut renvoyer et à qui on propose un schéma de renvoi volontaire assorti d'une prime. Il se trouve que ce schéma-là fonctionne plutôt bien.
Donc je ne dis pas que c'est un modèle, je dis qu'il faudrait y réfléchir. Pour moi, si on règle ou si on arrive ou si on donne l'impression de régler cette question des OQTF, c'est-à-dire du renvoi des étrangers ayant commis des délits et se trouvant en situation irrégulière, déjà on aura ramené le débat à une dimension beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus dépassionnée. Enfin, un mot sur le narcotrafic. Le narcotrafic, ce qui m'inquiète, et là, je me tourne vers Bruxelles. Ce qui m'inquiète, c'est que ce qu'il faut d'urgence, c'est un parquet européen contre le crime organisé. C'est ça qu'il faut. Il faut pas rêver. Le parquet français contre le crime organisé, aussi efficace soit-il, ne sera pas de la même dimension que ces mafias qui opèrent sur le sol européen à partir de ports qu'on connaît, le port de Rotterdam, avec des États désormais extrêmement fragilisés. Je pense que c'est ce que Lionel avait en tête. On pense à la Belgique, on pense aux Pays-Bas, qui à certains égards sont presque devenus des narco-États. Il faut un parquet européen sur la criminalité organisée. Il faut une task force européenne sur la question du narcotrafic, et il faudrait presque que la loi française devienne d'urgence une directive européenne. Je sais bien qu'il y a une question de compétences communautaires, mais je veux dire, c'est à cette échelle-là, tout comme les migrations d'ailleurs pour une large partie, qu'on pourra lutter contre le crime organisé. C'est malheureusement plus à l'échelle nationale. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que Béatrice a raison de dire que c'est un amalgame. Cet ensemble de menaces ressenties comme telles, c'est précisément le sujet, c'est l'amalgame. Nous n'assumons pas de plein pied l'amalgame entre l'immigration, l'insécurité, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que ça provoque dans l'ensemble de l'opinion française une sorte de convergence, tous ces thèmes de caractère amalgamique. Je crois que c'est absolument indiscutable. Et ce qui est caractéristique, d'abord, c'est la très haute intensité de ce problème tel qu'il est, du sentiment que ressentent, du sentiment de nos concitoyens vis-à-vis de ces problèmes. L'immigration, la criminalité, la violence sous toutes ses formes, ce sont des choses qui sont le narcotrafic, le crime organisé, ce sont des choses qui sont profondément liées et ressenties avec une extrême vigueur. C'est d'ailleurs frappant de voir que les ministres de l'Intérieur se succèdent depuis maintenant plus de 30 ans en surenchérissant verbalement sur ces thèmes sans véritablement de succès. Le premier qui s'était signalé dans ce genre, c'est Charles Pasqua, avec son fameux « terroriser le terrorisme ». Ensuite, même Lionel Jospin avait trouvé en la personne de Jean-Pierre Chevènement un ministre de l'Intérieur qui était également à poigne et qui avait un discours très fort. Et on peut penser que si M. Jospin a été éliminé de la compétition présidentielle, arrivant 3e derrière M. Le Pen, c'est en partie parce qu'il s'était, même largement à mon avis, parce qu'il s'était séparé de Jean-Pierre Chevènement, et que tout cet appel sécuritaire, l'ensauvagement, etc., enfin tout ça, les sauvageons, enfin tout ça avait été... Ensuite, on a eu Sarkozy. Sarkozy, ça a été le Karcher, les thèmes absolument fondamentaux. Sarkozy a été élu avec un Front National très bas. Il a été battu avec un Front National très haut. Donc il a complètement échoué à donner une réponse. Hollande a été plus incertain, mais malgré tout, son Premier ministre Valls s'est campé très fortement sur ces thèmes et ça n'a pas suffi. Macron a commencé assez modestement, mais les ministres de l'Intérieur successifs, Collomb et puis Darmanin et maintenant Retailleau, sont effectivement sur ce créneau. Donc il y a un problème. Pourquoi ce thème fondamental aux yeux des Français, qui est repris à des fins effectivement politiques par les différents ministres, avec beaucoup de talent souvent, mais toujours sur un mode ça va cesser, on va en finir, ça va être la der des der, etc. Et ça ne marche jamais. Alors c'est intéressant parce que d'abord, qu'est-ce qui justifie l'amalgame? Ce qui justifie l'amalgame, c'est en fait les atteintes multiples ou supposées que
toutes ces thèmes reflètent en matière d'atteinte à l'état de droit. Le crime organisé, c'est évident. L'immigration, c'est très profondément lié à l'absence de l'état de droit, et c'est là où je rejoins partiellement ce que vient de dire Richard sur les OQTF. Je crois que ce qui est très choquant avec les OQTF, c'est le mépris de la règle de droit. Mais ça n'est qu'un élément très particulier, très emblématique, mais très particulier du problème général. La violence, la violence de l'immigration, elle est contenue dans l'incapacité de gérer la frontière. On ne peut pas empêcher l'entrée d'un certain nombre de personnes sur le territoire national. On ne peut pas les chasser, donc un sentiment profond d'impuissance, des mises en cause très profondes de l'état de droit républicain tel que nous le percevons, par exemple en matière de laïcité ou en matière de droit de la famille, de polygamie, etc. Le développement de comportements extrêmement délinquants en matière de rodéo, voire d'insurrection urbaine, tout ça très directement et violemment ressenti par les populations. Donc, et derrière ça, il y a le problème économique qui a été posé très bien par Lionel, le problème économique réel, mais il est second. C'est intéressant le problème économique parce que il représente une convergence pro-immigré de la gauche et de la droite. La gauche, pas du tout sur l'économie, mais parce qu'elle est pour qu'on accueille, comme le pape, le feu pape, on accueille les immigrés parce qu'ils sont là. Ce qui est une absurdité, parce que dans des pays développés avec un système social développé, si vous ouvrez complètement les frontières, ça veut dire que l'ensemble de la planète a vocation à rentrer sur le territoire européen, ce qui est évidemment un peu difficile à admettre. Donc il faut effectivement juste avoir des barrières, mais c'est contraire. Et comme on a affaire à des gens qui sont des naufragés, des pauvres gens qui ont traversé des immigrés, etc. La compassion très légitime fait qu'on les soutient. Et puis à droite, dans la société, le patronat, le petit patronat, le patronat des patrons de bistrot, le patronat des PME, il y a effectivement un besoin fondamental d'immigrés, d'autant que la population française répugne de plus en plus, d'origine française, répugne de plus en plus à l'exercice de métiers. On comprend d'ailleurs pourquoi, c'est pas agréable, mal payé et extrêmement peu gratifiant. Donc il y a un consensus migratoire qui freine totalement l'efficacité d'une politique anti-migratoire. Il y a une contradiction très profonde parce qu'en même temps, les gens ne veulent pas, pour les raisons qu'on a rappelées en termes de violence, ne veulent pas de cela. Et ça compose un paysage qui effectivement favorise les expressions démagogiques, favorise les faucons yaka, mais on peut pas aller au-delà du faucon yaka parce que là, on toucherait à des équilibres fondamentaux. Alors, même chose pour le narcotrafic. Le narcotrafic, c'est une horreur, tout le monde le sait, c'est une horreur, et on voit bien que, en revanche, personne n'est tout à fait prêt à prendre les mesures, parce que d'abord, il y a les consommateurs qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes, de plus en plus... donc la logique, c'est de dire, libéralisons les drogues douces et ça ira mieux, ce qui est faux. Parce que si le problème fondamental, c'est que d'abord, si vous privez le crime organisé de ses revenus, il inventera autre chose. Et donc, il développera effectivement des drogues dures, des drogues dures extrêmement pernicieuses. Et d'autre part, c'est un écosystème, le système de narcotrafic. Si vous détruisez ça, vous avez, est-ce que nous sommes prêts à l'affronter? Je ne suis pas sûr. Vous avez une confrontation très très dur entre toute une partie d'une jeunesse des banlieues prise en main qui trouve des ressources importantes dans cette affaire et le reste de la société. C'est forcément une promesse d'un affrontement d'une grande violence. Alors, je dis deux choses encore. Face à cela, ce qui est frappant, c'est l'affaiblissement total des moyens de réaction. Nous sommes dans une société où tout se conjugue pour ne pas avoir la force de réagir. D'abord,
l'individualisme avec l'effondrement de toutes les grandes, la religion, le Parti communiste, tout ce qui fédérait effectivement la société et développait une solidarité à la base, développe un individualisme qui débouche sur une agressivité absolument généralisée. Il suffit de voir les comportements automobilistiques ou l'attitude des gens, là, le manque de civilité dans la vie, pour voir qu'il y a une lutte de tout le monde est l'ennemi de tout le monde actuellement dans ce pays. Ça ne facilite pas évidemment des solutions. Donc on s'en remet à l'État. Du coup, c'est l'État qui doit tout faire. L'État, il y a un affaissement profond de toutes les fonctions de l'État, notamment sur le plan scolaire, mais également sur le plan judiciaire, également sur le plan policier, sur le plan du contrôle général des systèmes. Vous avez une incapacité à maintenir l'ordre. Les pompiers sont agressés, etc. Donc on a un affaiblissement très profond et une délégitimation abusive des forces de répression. Donc tout ça, c'est donc la rencontre entre et en plus avec les moyens cybernétiques, vous avez une efficacité très très forte de tous les agents du mal et un affaiblissement des agents du bien. C'est une rencontre de trois facteurs. L'État affaibli, une société qui est assez irresponsable et j'arrête, c'est ça. Lionel ? Je ne voudrais pas écourter le propos de Jean-Louis. Non mais, alors, moi je me dis quand même, notamment en préparation de 2027, où ce serait pas mal quand même que les partis de gouvernement aient des programmes, ou des idées, ou enfin, ce serait nouveau, ce serait intéressant. Bon. Mais alors, en vous entendant, je me dis, mais c'est pas possible, on va avoir besoin de plus que des économistes et des sociologues, on va avoir besoin d'historiens. Parce que, alors, nous ne sommes pas les plus jeunes dans cette salle, mais même nous, mais nous n'avons aucune mémoire. C'est extraordinaire. On a vraiment besoin. Béatrice, il faut absolument embaucher des historiens. Enfin, voyons, la société française n'est pas du tout ce que vient de dire Jean-Louis. C'est quand même extraordinaire. Ça n'est pas vrai que nous sommes dans une violence qui progresse partout. Ce qui est intéressant, c'est la perception de cette violence. Bon, mais c'est évidemment complètement faux. Si vous voulez, l'incivilité progresse et les crimes régressent. Bon, entre les deux, il faut pas, comment dire, subventionner l'incivilité, mais il faut quand même constater ce point. Dans ma jeunesse, quand il y avait des manifestations, elles se terminaient par 10 morts. La violence sociale était tout à fait étonnante. Vous me direz, c'était la fin de la guerre d'Algérie, c'était l'OAS. Je veux dire, c'était une société certainement extrêmement paisible. Enfin, il y avait quand même un putsch militaire en 1961, et il y avait quand même des événements en 1968, il y avait quand même le vote pour se débarrasser du général de Gaulle. Aujourd'hui, tout le monde est gaulliste, c'est une excellente nouvelle. Enfin, en 1969, ça ne s'est pas passé comme ça, etc. Nous avons eu Jean-Louis, des tensions beaucoup plus fortes, mesurables par la vie des gens. Enfin, donc, je crois que c'est pas la peine de dénigrer en fait la société française. Quand il y a des choses comme une pandémie soudaine, on voit des effets de solidarité extraordinaires. Et une autre chose qui est un bon signe de la société française, c'est combien les gens qui sont probablement un petit peu déçus des partis politiques s'engagent dans les associations. On n'a jamais vu autant de solidarité et d'action associative. Donc, je pense que cette vision-là, c'est une hystérisation et pour les élus, je crois que c'est vraiment très important qu'on suive les maires qui connaissent vraiment les sujets. Beaucoup de maires LR ont dit dans les émeutes que vous avez évoquées, dramatiques, où on tire au mortier, mais enfin au mortier de feu d'artifice quand même, pas au mortier de armes de guerre. Beaucoup de maires LR ont précisé, oui, il y a eu une révolte dans les quartiers, ça concernait 1% des gens dans les quartiers, c'est-à-dire j'avais 40 000 personnes dans les quartiers et 400 personnes qui avaient été activistes. Au QTF, on n'a qu'à faire aujourd'hui, ici même, le test. Je pense que
Richard, franchement, personne ne sait ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un sait ce que l'acronyme OQTF aujourd'hui représente? Alors, ici, il est possible que nous ne soyons pas représentatifs de la sociologie française. Ça, c'est trop facile, Lionel. C'est facile, mais c'est utile. Sur ce coup-là, c'est raté. C'est utile. Ah non. Honnêtement, on fera ça, Lionel, il n'y a pas une chaîne de télévision qui n'ait abordé le problème des OQTF en utilisant le sigle OQTF. Et il y a, à mon avis, je serais plutôt, contrairement à ce qu'a dit Richard tout à l'heure, je pense que même si on résolvait réellement le problème des OQTF, il resterait une trace dans les têtes de l'idée qu'on ne l'a pas résolu. Il y a une espèce de symbolisation de l'OQTF qui est, à mon avis, très difficile à effacer. N'oublie pas que tu m'avais promis une intervention. Oui, c'est vrai, très courte. Alors, ma grand-mère était suisse et donc valaisanne, et donc ça va nous demander quand même un grand siècle, hein, parce que les tribus suisses ont des solidarités très très différentes, qui ressemblent plus aux tribus béninoises que françaises, et donc ça suppose de se surveiller de chalet en chalet, hein, de se surveiller et de se dénoncer, et puis aussi d'avoir le sentiment que le pouvoir est dans les mains des citoyens, dans chaque village, à cause des votations. Franchement, là on a un bon siècle pour résoudre le problème. Et enfin, pour Béatrice, et là aussi, il faut convoquer des historiens. Il y a toujours des étrangers qui sont, notamment dans les crises et les post-crises, aussi fortes que celles que nous venons de vivre, il y a toujours cette cristallisation sur les étrangers. Alors, il se trouve que, aujourd'hui, c'est assez maghrébin. Ce fut italien, bon, moi, j'étais traité de petit négro de saloon, petit négro, toute mon enfance. Bon, voilà, mais, en fait, le mépris des enfants portugais, c'était impressionnant. Vraiment. Donc, et auparavant, c'était quoi? C'était les Polonais, l'Europe de l'Est dans les années 30. Regardez l'erreur gigantesque de croire comme ça, en disant, Béatrice, oui, quand même, les étrangers, ça nous pose un petit problème, si vous voulez. Bon, regardez ce que ça a donné avec le Brexit. Ça a donné des problèmes avant Trump, Richard. Ça a donné une vision de c'est bien de se débarrasser des Polonais. Bon, donc on n'a plus de plombiers, puis on n'a plus de chauffeurs de camions, etc. Donc ce côté, oui, l'étranger quand même. Écoutez, dans ma paroisse, le prêtre est togolais et le pasteur est congolais. Heureusement, hein, parce que le curé de l'Orne, il est desservant de 17 paroisses. Alors, il se trouve que la liturgie accompagnée de la chora, ça marche en fait très très bien, et donc la pratique chrétienne remonte dans le sud de l'Orne, je vous rassure. Et les évangélistes, malheureusement, ça marche aussi assez bien, même s'ils sont congolais. Vous voyez, c'est ça aussi les étrangers. Béatrice Gibelin. Bon, j'espère, Lionel, que tu ne penses pas que le discours que j'ai tenu soit ce que je pense moi. J'essaye de traduire ce qui se passe dans le sentiment ou dans les représentations d'un certain nombre, nombreux, trop nombreux de mon point de vue, de nos concitoyens. Bon, tout ce que tu dis, les Polonais, les Rital, les Portugais, ok. Mais nous sommes dans une situation géopolitique qui n'est pas la même. Elle est totalement différente avec l'arrivée des Italiens à la fin du 19e, entre les deux guerres, et surtout dans les années 50. Les Portugais, c'était les années 50. Pour les Espagnols, c'était déjà avec la guerre civile. Bon, c'est incontestable. À ceci près que nous sommes dans un contexte qui est différent. On n'a pas dit un mot sur la question des musulmans, mais c'est la question des attentats. C'est ce qu'a représenté Daesh, c'est ce qu'a représenté les attentats de Mohamed Merah à Toulouse avec la mort de ses enfants juifs parce que juifs. C'est un contexte très différent.
Je suis d'accord que l'intégration se fait. C'est Noiriel qui a expliqué le creuset de la nation. On est bien d'accord. Et pour avoir enseigné 30 ans à Saint-Denis, combien de fois ai-je dit que j'en avais marre d'entendre que l'ascenseur social ne marchait pas, parce que c'est vrai qu'il marche. Alors il marche peut-être un peu moins parce qu'on n'est pas dans les 30 glorieuses avec une croissance économique importante, mais il marche. Combien de mes étudiants avaient des parents qui étaient analphabètes et eux faisaient des masters, voire des doctorats, et occupent aujourd'hui des postes tout à fait remarquables. Je l'ai dit sur un certain nombre de plateaux à chaque fois qu'on m'invitait, parce que j'y crois profondément. Et je pense que la conception de la nation française, elle a évolué bien évidemment depuis la fin du 19e siècle et encore aujourd'hui. La nation d'aujourd'hui n'est pas celle des années 50, n'est pas celle des années 30, n'est pas celle des années 1880 et 90, bien sûr. Là, j'en suis, moi, intimement convaincu. Le seul problème que nous étudions aujourd'hui, c'est cet amalgame, c'est cette espèce d'engrenage qui se fait, pour lequel il faut absolument réussir à trouver le moyen de casser cet engrenage-là. Tout ce que tu dis est juste, mais tout ce que je dis est juste aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'aurai un discours d'historien que l'ensemble des Français qui sont pris dans ces représentations-là entendront ce que diront les historiens. Ce n'est pas parce que ce qu'on dit est juste que nous sommes entendus. Si ça pouvait être vrai, ce serait formidable, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Voilà pourquoi il faut tenir compte, que ça nous plaise ou non, des représentations qui sont depuis maintenant de nombreuses années et dont l'effet quotidien actuel n'arrive pas à démentir ces représentations. C'est une forme d'engrenage dont il faut essayer de le casser. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur deux choses, sur l'immigration et sur la violence. Sur l'immigration, on a tous biberonné le livre de Noiriel. Et Gérard Noiriel montre très bien quelque chose dont j'étais profondément convaincu, dont je suis globalement, je crois qu'il a tout à fait raison, que l'immigration obéit à un cycle. C'est-à-dire que les gens arrivent de Belgique d'abord, sous Louis-Philippe, d'Italie après, de Pologne après, puis de l'Europe ibérique, et puis après du Maghreb et de l'Afrique en grande partie, et maintenant d'une Asie plus lointaine. Première phase, l'arrivée. Deuxième phase, ils sont là temporairement. Et puis, il y a une crise. À ce moment-là, il y a les gens qui veulent les faire partir, et eux veulent rester. Ils étaient là pour partir, ils étaient annoncés qu'ils allaient partir, mais ils veulent rester. Et en fait, ils restent. Même si on fait des opérations à la fois spectaculaires et assez dérisoires, comme celle à laquelle s'était associé malheureusement Bertrand de Jouvenel dans les années 30, sur les Polonais. Bon, et troisièmement, ils s'intègrent en assimilant totalement les valeurs de la République, avec en arrière-fond, ce qu'on montre très bien à Noiriel, une exaltation folklorique. C'est-à-dire les rites italiens, la pasta, etc. On fête l'origine, mais on assimile totalement les lois de la République. Et là, c'est tout à fait juste. Et moi, j'ai cru ça. Et j'ai toujours pensé, et c'est là où j'ai fait, comme je crois beaucoup de gens dans ma génération, une erreur d'analyse, c'est que ça continuerait comme ça, et qu'avec les immigrés, par exemple d'origine maghrébine, etc., les fils et les filles seraient plus intégrés que les parents, qu'il y aurait des mariages mixtes de plus en plus nombreux et que les valeurs de la République se diffuseraient progressivement. Donc j'étais confiant. Et de ce point de vue, je dois dire que le Rassemblement national, le Front national, Le Pen en particulier, a marqué un point en termes d'analyse. Il a dit non. Alors pour des raisons d'exploitation démagogique, il a dit non, ça n'est pas comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les fils et filles des immigrés des années 80 sont beaucoup moins bien intégrés pour une partie d'entre eux, beaucoup moins respectueux de la République, beaucoup moins respectueux de la laïcité qu'avant. Donc il y a un phénomène qui s'est cassé.
ça me paraît quand même quelque chose de très... Et ça se fait en grande partie parce que, justement, l'État s'est affaissé et que l'école républicaine, par exemple, n'a pas été en mesure, pour des raisons multiples, il suffit de voir à quel point les concours d'enseignants sont désertés, etc. L'école de la République n'a pas été en mesure de maintenir cette espèce de flamme héritée de Ferry, de Péguy, qui était celle des hussards noirs, etc. Et ça s'est dilué. L'éducation nationale elle-même a subi toutes les conséquences de la massification d'une certaine crise des recrutements. Donc je crois que nous sommes en face d'une situation très très difficile et je pense que la combinaison des deux, c'est là où l'OQTF, c'est simplement la combinaison des deux doit reposer sur deux choses qui ne sont pas défendues simultanément. D'une part, le développement de la rigueur, de la loi, de moyens administratifs, policiers qui visent à contrôler les entrées et les sorties du territoire, quels que soient les OQTF notamment, mais pas seulement, l'exécution des décisions de justice, on voit bien qu'on n'y arrive pas et il est probable qu'on ne peut pas y arriver sans créer des souffrances individuelles. Et puis deuxièmement, l'intégration qui implique un effort de solidarité, d'investissement financier qui est le contraire de ce que propose le RN. Le RN dit il faut couper les crédits, on va gagner plein d'argent en cessant de payer pour les Arabes et ça sera comme ça on pourra aider les Français. C'est totalement faux. Donc on doit ce cocktail de rigueur et de solidarité accrue, mais il est rendu très difficile par notre situation budgétaire, etc. Bon, alors sur la violence, un mot sur la violence. Évidemment, je suis pas complètement naïf et je sais bien qu'il y a eu beaucoup de violence antérieurement et une violence sans doute accrue sur bien des choses. L'affrontement du Parti communiste et une bonne partie du reste de la société, c'était dur. Hein. Charonne, les morts de Charonne, la colonisation était dure. Il y a eu mais c'était une violence politique qui était exercée par des forces organisées, solidaires à l'intérieur d'elles-mêmes et qui ne prenaient pas et qui étaient centrées sur des enjeux politiques. Là, c'est tout à fait différent ce à quoi nous assistons. C'est un espèce de relâchement, de délitement général de la règle de droit et de la règle morale. Les formes de violence qui nous gênent le plus, qui nous troublent le plus, qui nous horrifient le plus, ce sont ces liquidation à la sortie des lycées d'un certain nombre de gamins qui à coups de couteau, ça se multiplie un peu partout. Ça, c'est assez nouveau, le couteau. Et d'une façon générale, ce délitement de la règle de droit, et ça crée quelque chose de très profond, parce que, et c'est là où Darmanin a une expression assez juste, bien qu'elle soit anglophonique, en disant, il n'y a plus aucun secteur de la société où on se sent safe. Et c'est ça qui crée la difficulté. Et là, je ne vois pas, très franchement, j'approuve la loi qui a été votée, mais je ne crois pas que quand on aura créé un parquet pour la lutte contre le narcotrafic, on fera reculer le narcotrafic. Si on n'a pas un consensus beaucoup plus profond, notamment une mise en cause des consommateurs et une assistance extrêmement dure aux frontières, qu'est-ce que vous voulez? Un docker au Havre, le gars vient le voir, lui dit tu laisses passer ce casier. On te donne tant. Le type dit, moi, je suis honnête, on ne fait pas ça. Bon, on sait à quelle école va ton fils. Bon, vous commencez à trembler. Et dit, de toute manière, on te donne cet argent, parce que sinon, ça veut dire, on sait toujours où est ton fils. Donc, on le corrompt moralement, on l'oblige à la corruption. Bon, ça, c'est absolument irrésistible quand c'est pratiqué sur une grande échelle. C'est ça le problème. Richard Verly. Alors, je vais prendre, j'allais dire, mon accoutrement de congénère d'une tribu helvétique éloignée. Lionel. Le Bénin. Par exemple. Les OQTF ne seraient donc pas un problème central. Si on prend de l'altitude, une convention magique d'historiens nous apprendrait que l'immigration a toujours été, ou plutôt bien acceptée en France, au final, ou disons qu'elle a été un sujet récurrent. 2010, 39 000 OQTF prononcés. 2023, 137 000. 2024, 140 000.
Et vous continuez de dire que ce n'est pas un problème central ? Je suis désolé, le congénère d'une tribu helvétique éloignée que je suis dans une vallée presque inconnue et pas encore civilisée, vous dit, vous avez un problème. C'est un sujet central. Et à partir du moment où vous pourrez démontrer, et malheureusement la démonstration aujourd'hui passe par des événements médiatiques, mais à partir du moment où vous pourrez démontrer que le renvoi, parce qu'au-delà des OQTF, c'est le sujet des renvois des étrangers ayant commis des actes délictueux ou étant entrés clandestinement, à partir du moment où vous pourrez démontrer que cela fonctionne, vous aurez déjà largement contribué à dépassionner le débat, et surtout, vous aurez récupéré, et c'est ça l'essentiel, une capacité d'initiative pour démontrer aux congénères d'une tribu éloignée, pas tout à fait civilisée, que l'État commence à faire son travail. Alors, la directive retour, je me permets de compléter ce que je disais parce que j'ai vérifié, c'est pour ça, pardonnez-moi, j'ai regardé mon portable un instant. Elle a été présentée, le nouveau projet de directive retour par la Commission européenne en mars 2025, c'est tout récent. Elle va être maintenant discutée par les États membres et par le Parlement européen. À mon avis, c'est une erreur grave d'avoir dissocié la question du retour du pacte sur les migrations. Il aurait fallu en traiter ensemble, parce que les deux sont absolument liés. Deux autres éléments. Les narcos. Les narcos, je trouve que ce que Jean-Louis a dit est vraiment le cœur du sujet. Parce qu'au fond, dans la question du narco-trafic, il y a deux aspects. Il y a la détérioration de la situation sécuritaire générale avec l'élément corruption, mais il y a, c'est vrai, la peur que si on s'en prend vraiment au narcotrafic, on va se retrouver avec des quartiers en totale explosion. Alors il y a une solution. Je vais mettre un nouveau pavé dans la mare. Regardez ce qu'a fait, c'est très intéressant. Je dis pas du tout que c'est un modèle, mais le regarder mérite quand même un petit peu d'intérêt. Regardez ce qu'a fait Bukele au Salvador. Bukele, il a fait deux choses. Non mais regardons ce qu'il a fait. Il a fait deux choses. Il a interné massivement les tatoués des gangs, c'est-à-dire la piétaille des gangs, de manière absolument abominable en les mettant dans des cages dans un centre d'incarcération qu'on connaît. Mais il a fait un deal avec les patrons du crime. C'est ça qu'on ne dit pas. C'est que Bukele, qui est un mafieux en réalité, c'est un dictateur mafieux, il a fait un deal avec les patrons du crime. Et moi, ça me ramène à quelque chose que j'ai connu au Japon. Au Japon, de très longue date, le gouvernement a fait un deal avec les patrons des Yakuza. C'est-à-dire, on vous laisse, parce qu'on estime que des sujets comme le narcotrafic, la prostitution, le jeu resteront toujours, quoi qu'il en soit, dans nos sociétés. Ils seront là. Mais on deal avec les chefs des mafias. Votre rôle, c'est d'assurer la sécurité dans la rue. On ne veut pas qu'il y ait d'insécurité dans la rue. Je dis pas du tout que c'est une solution. Je dis simplement que peut-être que demain, on sera surpris d'apprendre que nous serons obligés en tant qu'entité publique de faire des deals avec les chefs des grands gangs mafieux pour s'assurer que la sécurité a lieu dans nos rues. Et enfin, dernière chose sur les frères musulmans, je pense que Bruno Retailleau a commis une grosse faute politique en n'allant pas à la mosquée, me semble-t-il, de Montpellier, c'est ça, où a été tué ce fidèle malien, et que venir après battre le tambour sur l'entrisme des frères musulmans, c'est un peu facile. Si vous ne témoignez pas un minimum de respect à la communauté musulmane, ne soyez pas étonnés ensuite que des associations spécialisées dans l'entrisme politique, comme les frères musulmans, parviennent à développer leur réseau au sein de cette communauté. Je sens qu'autour de ce bureau, les intentions d'intervenir boument, mais je voudrais vous rappeler que nous avons une deuxième période qui va commencer après les brèves, et que avant, pour introduire les brèves, quoi de mieux que la brève intervention que Jean-Louis Bourlange m'a proposé de faire. Oui, je voudrais juste faire deux remarques par rapport à ce que vient de dire Richard. Je crois que sur l'OQTF, sur les OQTF, la croissance est exponentielle. Le problème, c'est qu'évidemment, on n'a pas les gens en face qui acceptent les OQTF, mais cette croissance n'est pas innocente. Pourquoi y a-t-il tant d'OQTF ? Parce que nous sommes au cœur de l'hypocrisie que j'ai dénoncée tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens sont à la fois contre les immigrés, donc on ne les reconnaît pas, on ne leur donne pas de droit de séjour, et sont en même temps pour les immigrés, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des serveurs de restaurants, des gens pour ramasser les fruits, et des gens pour faire le travail. Résultat,
l'hypocrisie aboutit à ce qu'on a une masse de gens qui travaillent régulièrement, qui contribuent aux finances sociales, mais qui sont en situation irrégulière. Or, la définition des OQTF, c'est qu'on rejette systématiquement beaucoup trop de gens. Ça, c'est quand même, et ça, c'est la première manifestation de l'hypocrisie. La seconde, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Richard, sur le narcotrafic, c'est très profondément, il n'y a pas d'accord avec la mafia, mais il y a un accord implicite. Il y a un accord implicite, c'est qu'on préfère cette situation, à condition qu'elle ne dégénère pas, on préfère cette situation où on laisse le narcotrafic se développer avec tout ce que ça comporte de petits avantages économiques pour une population un peu marginale, et en échange d'une sécurité publique. Maintenant, il reste que ce qui apparaît notamment à Marseille et ailleurs, c'est que ça va beaucoup trop loin parce que les quartiers sont vraiment contrôlés par les gangs. Mais dans les deux cas, c'est la manifestation d'un pays qui ne veut pas choisir des options claires sur ces grands enjeux. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais introduire en recommandant le livre de Sylvie Berman, L'ours et le dragon, livre publié chez Talendier et qui porte sur les rapports de la Russie et de la Chine, pays dans lesquels Sylvie Berman a représenté la France. Ces rapports ont une histoire longue, dont l'autrice retrace ce qui peut être utile à une compréhension de leur état actuel. Ils ont aussi une histoire récente, marquée par une ambiguïté derrière une façade d'adhésion commune à une doctrine, la doctrine communiste. Et après avoir été le grand frère et même le tuteur de la Chine, la Russie se retrouve aujourd'hui dans une situation économique et industrielle et internationale très inférieure à celle de son ancienne protégée. Que reste-t-il à la Chine et à la Russie de vision et d'intérêts partagés? Comment prétendent-elles l'une et l'autre poursuivre leur rêve impérial? Et quel jeu jouent-elles avec l'autre empire, celui que conduit désormais Donald Trump? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Sylvie Berman apporte une réponse. Lionel Zinsou. Je ne vais pas du tout voler 30 secondes, mais je suis quand même très très heureux d'être le citoyen d'un pays dont le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy de Naji-Boska et où le ministre de la Justice s'appelle M. Gérald Moussa Darmanin. C'est donc un peu plus complexe que bon, peut-être on l'étranger peut réserver nos arguments à la discussion qui va avoir lieu tout à l'heure. Voilà. Et pour que la brève soit efficace, alors du coup, je vous propose une promenade pour aller voir la vraie réalité culturelle et rurale française dans le Perche, en Eure-et-Loir. Depuis 2024, il a été ouvert un musée Proust. Et ceux d'entre vous qui aiment Proust et qui longtemps se sont couchés de bonne heure auront beaucoup de bonheur à aller à Combray. Alors Combray n'existant pas, aller à Illiers, qui du coup s'appelle Illiers-Combray. Vous pouvez d'ailleurs aussi visiter la maison restaurée par Stéphane Bern, mais vous pouvez aller dans la maison de Tante Léonie. Vous pouvez aller il y a plusieurs boulangeries qui vendent des madeleines, si vous voulez les retrouver. Il ne s'agit pas de restaurer Stéphane Bern. et vous avez sur tous les peintres de son époque, sur au fond, tous les écrivains de son époque, dans une ravissante maison, un ravissant jardin qui était celui de Tante Léonie. Je vous conseille d'aller dans ce musée encore un peu méconnu et qui a été créé par le Conseil général en 2024. Et si vous avez un peu plus de temps, alors vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, à 20 km, au château du Tertre à Bellem, et aller voir, parce que c'est ouvert au public, la bibliothèque de Roger Martin du Gard, avec beaucoup de témoignages de Mauriac, de Gide, etc. Tout ça est intact tel que Roger Martin du Gard l'a laissé. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Ils sont malheureusement faits, je vais pas le dire parce que vous allez voir une allusion, sur les travaux, la littérature des années 30. Roger Martin du Gard, les études sont extrêmement vivantes aux États-Unis et en Allemagne. Béatrice Gibelin.
Eh bien, on va rester dans les promenades, puisque c'est un peu la saison. Moi, je voudrais vous parler de la Villa Cavrois, qui est à Croix, dans la métropole lilloise. C'est une maison réalisée par l'architecte Robert Mallet-Stevens pour un grand industriel du textile, qui était la famille Cavrois, qui a été construite dans les années 30. Elle a été construite entre 1929 et 1932. Et c'est un projet architectural tout à fait intéressant parce qu'il est absolument total. Non seulement il a pensé l'architecture de cette maison pour une famille nombreuse, les Cavrois avaient 7 enfants et de gros moyens, et il a réalisé cette architecture si particulière de Mallet-Stevens. Il y a quelques exemples sur Paris et en Île-de-France, mais aussi la Villa Noailles dans les Alpes-Maritimes. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'il a aussi conçu tout le mobilier. Et c'est vraiment une conception totale architecturale et aussi du mobilier. Elle a eu un destin dramatique parce que à la mort de Madame Cavrois, un promoteur immobilier l'a acheté. Rocard l'avait fait classer monument historique en 90. Et comme le promoteur immobilier n'a pas pu lotir le parc, il a laissé la Villa Cavrois à l'abandon. Ça a été squatté, ça a été extrêmement... Il a vendu les meubles aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs. Et l'État, sous Jospin d'ailleurs, a décidé de remettre en état la Villa Cavrois. Elle est réouverte au public. Elle est enfin ouverte au public. Et c'est un chef-d'œuvre de réalisation. Allez-y. Il y a une malédiction sur les villas de Mallet-Stevens parce que celle de Noailles, on vient d'apprendre que sa gestion était une fantaisie tout à fait extravagante au profit de quelqu'un qui a fini par se prendre à la fois pour l'architecte et pour le duc de Noailles lui-même, et sans doute aussi pour Anna de Noailles. Enfin bref, qu'il va falloir que les collectivités locales, l'État, etc., le cardinal, tous les Noailles trouvables et introuvables, qu'il va aussi falloir que l'argent public revienne compenser les fantaisies d'un de ces personnages éminemment contemporains qui finissent par se prendre, comme on dit au Québec, il se prend pour sa photo. Jean-Louis Bourlange. Oui, Mallet-Stevens, c'est à la différence de Frank Lloyd Wright, c'était un architecte qui n'oubliait pas l'escalier. Moi, je voudrais signaler ce livre d'un éminent universitaire anglais, Timothy Garton Ash, qui est un personnage avec lequel nous avons d'ailleurs des relations assez constantes entre Français et Britanniques. C'est-à-dire, il a écrit un livre qui s'appelle Europe au pluriel, une histoire personnelle. Garton Ash est un personnage qui est... Bon, il est né en 55, donc il appartient à la même génération que moi, un peu plus jeune, et il porte en lui toute l'histoire des 70 dernières années. Il a une double souffrance. Il est britannique, très pro-européen. Son père ne l'était pas. Son père a été libérateur. Il a débarqué le 6 juin 44 sur les plages de Normandie. Mais il est resté conservateur, très très réservé sur et Garton Ash estime qu'il appartient à un pays qui, bien que historiquement, géographiquement, est considéré comme européen, ne se vit pas comme européen. Et donc son drame fondamental, il dit que c'est sa grande souffrance, ça a été le Brexit. En même temps, Timothy Garton Ash est un profond européen, et il vit ce second drame, qui est celui que nous vivons tous, c'est-à-dire l'extrême difficulté de l'Europe, pas seulement de l'Union européenne, mais des peuples européens, à survivre, à exister, à peser d'un juste poids dans un monde qui a tendance de plus en plus à ignorer et à marginaliser l'Europe. Donc c'est cette double douleur qui parcourt ce livre. Mais la différence entre, par exemple, quelqu'un comme moi et lui, c'est que moi, quand je parle d'Europe, je racontais des tas de trucs sur les institutions, la place de la Commission, qui emmerdaient absolument tout le monde. Tandis que lui, c'est une Europe personnelle. Il montre, c'est des témoignages il a vu tout le monde, il a été dans tous les pays concernés, en Pologne, dans les Balkans, partout. Il voit des gens, il raconte ce qu'il voit. Et donc, c'est une Europe charnelle. Et c'est le témoignage cette formidable expérience européenne dont je crains qu'elle soit aujourd'hui assez menacée par la violence générale. Richard Verly.
Quand je suis revenu des États-Unis il y a quelques jours, je me suis aussitôt plongé dans le livre dont tout le monde a parlé, en tout cas où pas mal de médias en ont fait d'importants articles, c'est La Meute. Le livre qui a été consacré, ou qui est consacré, puisqu'il est en ce moment en librairie, à La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon par Charlotte Belaïch et Olivier Perroux. Et je voudrais en dire 3 mots. D'abord, premièrement, je trouve extrêmement utile dans le débat politique français ce type d'enquête assez approfondie sur les formations politiques, et que quelque part, je rêverais que d'ici à 2027, il y ait l'équivalent sur les autres grands partis en présence. Donc La Meute, j'espère, va donner des envies d'écriture à d'autres journalistes, parce que ce qu'il nous raconte au fond des dessous du combat politique de la France insoumise, c'est très intéressant et très instructif. On voit à quel point cette machine s'est mise en marche pour, sinon la conquête du pouvoir, du moins la tentative d'arracher ce pouvoir par Jean-Luc Mélenchon est vraiment intéressante. Après, je trouve que ce livre a 2 failles ou 2 défauts. Premièrement, la première faille, c'est qu'il est évident que ce que les auteurs voulaient faire, c'est une biographie à charge de Jean-Luc Mélenchon, mais on sent qu'ils n'y sont pas complètement arrivés, donc ils l'ont transformé en portrait du parti, mais c'est à Mélenchon, on aurait envie d'une enquête plus approfondie sur ce personnage, disent-ils, qui ne vit que pour la politique et totalement pour la politique. Et enfin, 3e élément, il est fascinant de voir à quel point Jean-Luc Mélenchon a su profiter de la faiblesse de ses adversaires, voire de ses amis, de ses ex-amis politiques. Je veux dire, là, il y a une capacité, un opportunisme féroce de Jean-Luc Mélenchon, une capacité à saisir le moment, à trahir quand il le faut, à revenir quand il le faut, qui me laisse à penser que de toute évidence, il sera candidat en 2027, c'est un peu la conclusion du livre, et que d'autre part, contrairement à ce que beaucoup écrivent, il sera un candidat farouche et extrêmement difficile à rivaliser avec pour les autres potentiels candidats à gauche. Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, autrement dit le compendium, Nicolas Tourneau et Olivier Magloire, qui veillent respectivement l'un à notre site et l'autre aux questions qui tournent autour de notre financement. Je remercie Damien Delhomme et Arnaud Galabé qui, ici, à l'Union des entreprises de proximité, ont enregistré pour nous cette conversation, et Nouvelles Écoutes qui l'a produit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'actualité, mercredi pour la diffusion des échanges avec le public que nous allons avoir tout de suite, et donc à mercredi pour la prolongation de cette émission.